Ah, voilà. Donc on peut passer hein, comme ça. Voilà, c'était la présentation du centre de conservation. Alors voilà, un petit aperçu de nos réserves avant. Donc c'est 2000 mètres carrés, c'est des milliers de caisses remplies de matériel archéologique avec voilà tout type de matériaux. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, première inondation, les dégâts sont assez importants. On a découvert au fur et à mesure, donc le 15 juillet, euh, l'ensemble des dégâts. On avait la chance, le jour même de l'inondation, d'être sur place. On avait une réunion avec la Cour des comptes. Heureusement, du coup, on était un peu plus nombreux qu'au quotidien pour pouvoir évacuer en fait les collections qui étaient mises en dépôt chez nous, qui venaient du musée archéologique de Namur, par exemple, du musée d'essai de Libramont, avec énormément de métaux. Ces collections aussi, les collections des évêques de Tournai, qui sont propriétés de la province du Hainaut. Donc on avait des pièces quand même emblématiques qu'on a pu heureusement évacuer le jour même. On était 8 personnes, on a eu à peu près 1 heure et demie, 2 heures pour évacuer un maximum de pièces. Voilà, il faut savoir qu'on est du coup en sous-sol et qu'on avait un monte-charge qui très vite s'est avéré opérationnel. Voilà, ça a été assez rapide. On espérait pouvoir sortir des pièces plus volumineuses et finalement, on a été tout de suite arrêté. On passait pas les portes avec certains éléments. Voilà, ça a été compliqué de prioriser aussi les collections. On a commencé par les matériaux, voilà, enfin les objets qui venaient d'autres institutions et puis les matériaux les plus sensibles. On peut passer à la suivante si tu veux bien. Merci. Alors voilà, ça c'est donc la première inondation. On est descendu à 3. On a pu avoir accès au bâtiment. Il a fallu un petit temps avant qu'on nous autorise à descendre. Voilà, c'est la première image. C'est ce qu'on appelle chez nous, enfin c'était notre réserve transitoire avec tous les éléments qui n'avaient pas encore pu être reconditionnés en suivant les normes de la conservation préventive. Donc on avait des réserves vraiment on avait pu encoder le matériel, on avait pu prendre déjà tout ça en charge. Et puis nos réserves transitoires, où là, vous voyez la photo, avec des caisses en carton, des notes manuscrites collées dessus. Voilà, c'est 25 ans, voire même de fouilles archéologiques, qui se trouvaient là, à 2 équivalents temps plein au quotidien. C'est sûr qu'on n'a pas pu résorber ce passif. Et donc, il y a voilà, différents types de conservation qui ont nécessité du coup des interventions vraiment très très différentes et des prises en charge différentes. Ça a été assez compliqué au début. Toutes les demi-heures, plus ou moins, on changeait de méthodologie de travail d'ailleurs à cause de cette situation. Et du coup, tu peux aussi descendre si tu veux bien. C'est vraiment là, c'est les aperçus en quelques photos de ce qu'on a découvert au fur et à mesure, parce que l'accès a été très difficile à faire en fait. Voilà, là vous voyez, ça c'était un couloir d'accès aux réserves. Alors on a essayé de prioriser, on a dit voilà, on sur les archives, et je le sais, on avait des archives papier, des plans de fouilles assez anciens qui n'ont pas encore été numérisés. Voilà, ça c'est notre premier problème, ça a été l'accessibilité, des volets qui s'ouvrent pas, des portes qui s'ouvrent pas, des milliers de caisses conversées, remplies de boue qui pèsent 50 kilos chacune. Enfin, ça a été vraiment très très compliqué. Et puis voilà, si on continue à faire défiler une ou deux dias, voilà, ça c'est au fur et à mesure de notre avancée. Donc, vous voyez les numéros des travées. Donc, on a 50 travées avec à chaque fois des dizaines et des dizaines de caisses sur chacune des étagères. Voilà, on a pris un peu en arrivant l'ampleur du désastre. Littéralement, là, on était une petite équipe sur place à découvrir. On nous a demandé de ne pas descendre à trop de personnes, une trop grosse équipe. Alors, c'est pas très clair sur les photos, mais donc il y a énormément d'étagères, enfin si, ça, qui ont été renversées, donc il y avait un problème d'électricité sur les réserves. Voilà, et très vite, quand on a pu avoir accès au matériel, on a pris en charge assez rapidement, et là vraiment, ça a été une bouffée d'oxygène et un soutien immense. On a pas mal de restauratrices qui sont venues nous aider spontanément le lendemain même de l'inondation et tout le week-end qui a suivi des restauratrices indépendantes. Enfin, il y a tout un réseau qui s'est mis en place là derrière. Et donc, on a eu pas mal de conseils. Il faut savoir, par exemple, que pour les archives, ça a été vraiment, vraiment un gros souci parce qu'on n'est pas formé. Enfin, moi, je suis pas restauratrice, hein, je suis archéologue de formation. Je me suis orientée vers la conservation préventive, mais voilà, je ne suis pas restauratrice. Et donc, on a eu pas mal de conseils différents aussi pour la prise en charge de certains éléments. Ça a été très compliqué de prendre des décisions. On n'avait pas forcément, là, on n'avait déjà pas d'électricité. Le monte charge n'était pas accessible, les choses sont excessivement lourdes, donc voilà, on a fait vraiment comme on a pu, mais c'est sûr à refaire. Il y a des choses qui prennent en charge vraiment
différemment. Du coup, voilà, là c'est vraiment l'illustration. Sur une semaine, parce qu'on a une double inondation, donc ça j'y viens après, mais sur une semaine, on avait énormément d'équipes sur place. On a mené un peu tout de front. Ça a été aussi un peu un challenge de pouvoir faire en parallèle, voilà, vider, nettoyer les réserves et en même temps sortir les objets les plus sensibles. Alors sur la photo en haut à droite avec les tiroirs, ça c'était notre réserve sèche. En fait, le jour de l'inondation, on a sorti énormément d'objets et sont restés bloqués les tiroirs en fait. On voulait sortir tel quel puisque les objets étaient vraiment conditionnés dedans et on n'a pas réussi à le faire. Les tiroirs s'enlevaient pas. Donc ça fait partie aussi des choses que je ne referai plus. Au niveau des aménagements, il y a pas mal de choses à revoir. Mais donc là, il y a toute une série d'épées de Scramasax qui ont été posées sur les étagères en essayant de renoter au plus vite les informations. Pareil pour les carnets de fouilles qu'on peut voir sur l'image en dessous. On avait pas mal d'archives papier de carnets de fouilles qui sont des exemplaires uniques qu'on a essayé de prendre en charge le plus rapidement possible. En parallèle, dans notre réserve organique, on avait commencé à faire sécher des bois sur les étagères. On avait essayé de prendre tout ça en main. Et puis, comme vous le voyez sur la photo de gauche, on a essayé de trouver des alternatives pour vider les caisses remplies d'eau et de boue. Les vider, ça ne va pas. Les porter, c'est compliqué. Les étiquettes s'arrachaient. On perdait les sachets au sol. Ça a été assez chaud finalement. Donc, on a décidé de forer dans les caisses pour vider l'eau. En tout cas, des matériaux non sensibles là pour le coup. Et donc, on avait commencé à mettre tout ce travail en place, vraiment nettoyer. On était en moyenne entre 25 et 40 par jour la première semaine. Donc, c'était vraiment un miracle, enfin voilà, de solidarité pour nous. Et puis, si on descend à l'illustration suivante, voilà, ça c'est le reste de l'équipe avec les différents espaces qu'on avait su nettoyer, aménager plus ou moins pour accueillir les matériaux. En fait, on essayait de faire baisser l'humidité relative pour les organiques, etc. Et on a évacué tous les éléments qui n'avaient pas été touchés au-dessus des étagères, notamment parce que 1,50 m d'eau, on avait 2 planches d'étagères à chaque fois de matériaux qui n'avaient pas été touchés. Donc on avait, si tu passes à celle en dessous, voilà. Donc ça c'est aussi l'illustration de tous les gens qui ont travaillé. Mais du coup, encore celle juste après, j'en ai fait un peu trop. Voilà, la roue, ça c'est une roue de charge. J'y reviendrai après, qu'on a essayé de suivre aussi, parce que c'est un élément exceptionnel qui devait d'ailleurs aller en exposition au musée de Verviers. Et encore celle en dessous, si tu veux bien. Merci. Les éléments qu'on a pu sortir, aussi des réserves qui n'avaient pas été touchées, qui ont été pris en charge tout de suite. On a utilisé en fait des bureaux dans d'autres bâtiments du SPW, puisqu'on n'avait pas de zone de repli suffisamment conséquente pour accueillir les 2000 mètres carrés de matériel. C'est un peu compliqué. Donc tout ce qui n'avait pas été touché ou tout ce qui avait pu être pris en charge a été amené dans d'autres bâtiments du SPW. Et puis du coup, celle encore en dessous. Merci. Voilà. Ici, on le voit, c'est notre réserve qu'on avait pu vider. Ça, c'est l'état des lieux le vendredi, donc première inondation voilà, jeudi, et le vendredi suivant, une semaine après, on avait vidé une bonne partie des étagères, ce qui était en hauteur, nettoyé tout ce qui était au sol, ramassé toutes les caisses, vidé un maximum d'éléments, pris en charge les organiques, les documents papier, les verres, les métaux, tout était sorti, et puis si on passe celle en dessous. Voilà, c'est reparti pour une deuxième inondation, pile une semaine après. Donc vraiment le vendredi avec l'équipe, on s'est dit ça y est, maintenant on va passer d'un problème tous les quarts d'heure à un problème toutes les demi-heures et on va pouvoir avancer. Et voilà, le samedi, ça recommençait avec une seconde inondation avec 2000 mètres, 2000 mètres carrés encore et 2 mètres d'eau absolument partout. Donc tout ce qu'on avait mis en place, tous les éléments qu'on avait fait sécher dans différents espaces pour essayer de faire des transitions, en fait, ont été littéralement balayés. Et donc, on le voit la hauteur avec ma collègue qui découvre. Donc, plus d'électricité, plus de monte charge. Enfin, ça a été vraiment psychologiquement assez difficile de refaire tout ce travail. Et donc, voilà, là, on le voit sur cette illustration-ci. Celle de droite, les étagères renversées, celle-là où il y avait les écuelles que je montrais tout à l'heure, qui avaient été mises pour sécher. Donc, forcément, elles sont par terre dans la boue. Les volets, l'ensemble des volets des différentes réserves où on avait essayé d'aménager les choses se sont relevés et donc
a été mélangé. Donc tout ce qu'on avait essayé de mettre en place aussi, ramasser les objets, essayer de noter d'où ils venaient pour essayer de pouvoir après assurer une traçabilité, complètement, voilà, on pouvait repartir de zéro. Ça a été assez désespérant, on va le dire comme ça. Par contre, ce qui est super dans cette période-là, c'est qu'on a eu très très vite encore énormément de soutien. Donc là, on était encore à ce moment-là 25, entre 25 et 40 personnes pour prendre tout ça en charge, parce qu'autrement c'est littéralement pas possible. Il nous a quand même fallu 5 semaines pour arriver à tout évacuer. Et donc si oui, tu veux bien, voilà. L'idée à ce moment-là, ça a plus été de faire des transitions et de commencer à essayer de faire baisser l'humidité relative, etc. Là, on s'est vraiment dit, ok, maintenant on sort, on sort. Et donc c'est des centaines de palettes avec des milliers de caisses à évacuer, à remonter d'un étage. Alors les premiers jours sans mon charge, on a fait des chaînes dans les escaliers pour remonter un maximum d'éléments, puisqu'à chaque fois qu'il pleuvait, bah, l'eau risquait de préparer dans le bâtiment. Et donc voilà, 5 semaines à entre 25 et 40 personnes par jour pour arriver à tout évacuer. Et en parallèle de tout ce travail, il y a eu aussi bah, du coup la recherche. Ça s'est fait assez tôt au moment des inondations, d'ailleurs j'en ai pas trop parlé, mais la recherche d'une zone de repli assez conséquente pour pouvoir accueillir environ, à la grosse louche, 300 palettes remplies d'environ une quarantaine de caisses minimum, assez lourdes. Il fallait pouvoir trouver un endroit où on pouvait amener du matériel sale, littéralement, avec énormément de boue, plein de moisissures, ça s'est développé très très vite. Et puis un endroit où on pourrait gérer aussi le lavage, le rinçage de ces objets. Voilà, ça a été assez rapidement finalement. Ça s'est fait assez vite grâce à l'aide du bouclier bleu, du coup, qui nous a mis en contact aussi avec l'armée. Donc on a pu trouver un site proche de Namur pour pouvoir amener tout ce matériel. Ça a été des dizaines et des dizaines de trajets en camion, en camionnette pour pouvoir évacuer tout ça. Et donc si tu veux bien, voilà, ça c'est l'état d'avancement. Quand on a récupéré déjà l'électricité, on a pu brancher des ventilateurs pour essayer de voilà brasser un peu l'air aussi, parce qu'il faisait complètement irrespirable. Ça aussi, c'est des contacts qui sont faits grâce au bouclier bleu notamment aussi. Et puis voilà, un peu de travail sur place. On est resté dans la boue, la deuxième inondation. Ça aussi, ça fait partie des problèmes qu'on a pu rencontrer, les contacts avec le propriétaire du bâtiment. Euh, voilà, petit à petit, enfin, ça se passait bien avec les gens qui travaillaient sur place, hein, mais on a eu pas mal de petits soucis de communication. La communication, c'est le point pour moi, le plus problématique dans tout ce travail. Euh, voilà, on est resté dans la boue. On n'a pas nettoyé, donc à la fin, c'est vrai que ça devenait plus qu'insalubre entre les moisissures, les rats et compagnie. C'était assez, voilà, on était content finalement de partir. Et donc voilà notre site de sauvetage des collections. Donc c'est un site de la défense, des casernes qui ne sont plus utilisées aujourd'hui par l'armée. Et donc on a plusieurs bâtiments qui nous servent à entreposer le matériel sur palette, qui est toujours dans la boue, puisque ça prend infini à nettoyer. On a une zone aussi de séchage dans le bâtiment rouge que vous voyez. Donc c'est l'endroit où on va essayer de faire sécher un maximum les objets pour pouvoir après essayer de les réencoder dans notre base de données, assurer toute la traçabilité des objets. C'est aussi l'objectif, le défi finalement que maintenant. Si tu veux bien passer à voilà, donc c'est pareil. Hein, vous voyez juste les hangars avec les stations de rinçage qu'on a dû aménager, l'équipe ici a aménagé. Et des zones qui pour l'instant ne sont pas encore chauffées, mais ça arrivera. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'intérieur des hangars ici. Donc on a 2 hangars comme ça remplis de dizaines et de dizaines et de dizaines de palettes. Alors pour l'instant on en est au stade où la plus grande des photos, plus grande des hangars, on n'a pas encore terminé de trier toutes les palettes par site. Donc le matériel ouais, toujours dans la boue, non identifiable pour certains. Donc on essaye de rassembler par site pour pouvoir répondre, voilà, déjà refaire des ensembles et puis pouvoir aussi mettre le matériel à disposition pour des études qui étaient en cours et qui du coup, voilà, sont forcément postposées. Et si on passe à la dia suivante, voilà. Un exemple de l'intérieur de nos caisses avec énormément de moisissures où on ne voit plus les informations. Donc voilà, on
va devoir nettoyer tout ça et espérer pouvoir refaire les liens, puisque l'objet tout seul n'a pas de, voilà, n'aura pas de valeur, on va dire ça comme ça. Et puis les caisses remplies de boue avec voilà toutes ces informations qu'on perd. Le type donc il y a plusieurs choses dans le centre de conservation, mais on avait encodé une bonne partie, enfin, plus ou moins la moitié des collections qui sont là, un peu de choses près, pour vraiment la partie CE. Et comme vous le voyez, les étiquettes s'effacent avec le temps, on a des moisissures, des bulles, enfin, voilà. C'est un défi, c'est un vrai poste à part entière au quotidien de pouvoir essayer de récupérer ces numéros qui sont nos numéros logistiques vraiment de base de données et qui correspondent à notre encodage. Donc avec voilà, quand on a de la chance, ben, on a notre numéro qu'on peut récupérer au moins partiellement et on peut identifier à ce moment-là le matériel. Si pas, on croise les doigts pour que les objets soient marqués, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà. Et puis après, pour l'instant, on n'a pas encore perdu énormément de matériel. Enfin, a priori, maintenant c'est un bilan qu'on devra peut-être faire plus tard. Mais voilà. Je peux. Ok, merci. Voilà les différents postes avec pas mal de bénévoles qui se reconnaissent peut-être. Je vois que Ariane était présente aujourd'hui, elle est là aussi, Madame Cerc aussi. Enfin voilà, il y a Adeline aussi, j'ai vu passer dans les noms. Donc il y a pas mal de gens qui sont qui sont là aussi depuis le début pratiquement, qui viennent régulièrement ou qui sont venus ponctuellement, mais qui nous ont apporté un peu de solidarité, du sourire et tout, c'était vraiment super. Et donc voilà, on a pas mal avancé finalement dans tout ce travail. Donc il y a tout un poste d'étiquetage, on essaie de récupérer les étiquettes, on a mis en place tout ce protocole de nettoyage aussi, et puis le travail voilà de séchage par la suite. Normalement c'est la dia suivante. Le slide suivant. Voilà. Alors, on utilise les espaces pour le séchage. On a appris au fur et à mesure ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, parce que c'est vrai que personnellement, je n'avais pas d'expérience concrète là-dedans. C'est vrai que c'est la première chose que je me suis dit, c'est voilà maintenant, alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout le monde se retournait vers moi et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais du sachet rempli de boue? Voilà. Donc ça s'est mis en place avec les équipes. Il y a eu pas mal de réflexions. Ça a pris un peu de temps avant de trouver les trucs astuces qui fonctionnaient. Et donc là, voilà, sur bâche, on a mis sécher les ossements. Ils sèchent plus vite sur bâche qu'en bac. Donc voilà, ça on a appris aussi au fur et à mesure, avec un travail super rigoureux et très systématique pour ne pas perdre les informations. Parce que moi, mon boulot de gestionnaire de collection du centre de conservation, c'est le point sur lequel voilà, j'insistais le plus, et ce qui m'inquiète le plus, c'est de perdre toutes ces données. Autrement, on aura des squelettes humains, mais c'est bien. Mais si on ne sait pas de quel cimetière ils viennent ou de tombe, enfin voilà, on n'en fera plus rien. Et du coup, c'est pas mal d'années de travail pour les archéos qui ont été perdus. Et puis nous, tout notre travail d'encodage, ça fait 10 ans que le centre de conservation existe et qu'on travaille là-dessus, quoi. Donc voilà. Maintenant, la base de données fonctionne bien, on s'y retrouve. Heureusement, on avait pris des photos de tout ce qu'on encodait, donc voilà, on arrive à s'y retrouver. Et donc voilà, cet espace, il est voué au séchage et on entrepose ici aussi, c'est ce qui est derrière moi, le matériel sur palette qui est sain, qui a été nettoyé. Alors je précise quand même qu'il y a plein d'étapes et on a phasé le travail pour ne pas se décourager trop vite et avancer pas un pas après l'autre. C'est voilà, pour l'instant, on a nettoyé, on essaye de récupérer les informations, mais on n'a pas encore fait tout le travail de réencodage dans la base de données pour l'ensemble de ce qui a été nettoyé. On a demandé aux archéos de privilégier certaines collections, de prioriser en fonction des études. Voilà, alors ça nous met une petite pression derrière et en même temps, ça permet d'avancer étape par étape. Et donc voilà, pour l'instant, on avance bien dans le nettoyage. Pour le centre de conservation, vraiment, on a fait plus ou moins un tiers du nettoyage, ce qui a été amené ici à Sarfulet. Et voilà, après, on a encodé à peine 2% de l'ensemble de la collection, du coup. Mais il y a quelqu'un qui est déjà là derrière et qui étudie le matériel, parce qu'on a fait une salle de consultation, donc ça fonctionne, mais ça prendra quelques années. Du coup, si tu veux bien, oui, viennent passer à... Voilà. Alors, là, c'est un peu tout... Enfin voilà, ça montre les différentes étapes de travail aussi, parce qu'il y a l'intervention directe sur le matériel, le rinçage qui est évident, qu'on est obligé de faire, le séchage, etc. Et puis alors, il y a toute cette aide de restaurateurs, d'étudiants, voilà, tout ce travail est fait aussi en parallèle. Et puis on voit, voilà, on a des couvertures qui étaient complètement dans la boue, qui sont en train d'être nettoyées au fur et à mesure.
La roue, je l'ai montré tout à l'heure, qui est un élément un peu emblématique de notre rivière organique, en tout cas, cette roue de char médiévale. Voilà, on lui a trouvé un petit espace et on a fabriqué une petite tente. Ça, c'est notre seule façon d'arriver à gérer un peu le climat. Donc, il y a un déshumidificateur qu'on va montrer sur la dia suivante. Mais voilà, là, vous avez un peu toutes les étapes du travail ici et une partie des bénévoles, des étudiants, des gens des musées qui sont venus nous aider. Du coup, je te laisse passer à la dia suivante. Merci. Voilà la roue. Donc la roue, en fait, à la première inondation, elle a flotté. La pièce a flotté. En fait, on avait imaginé le jour même de l'inondation qu'on aurait environ entre 50 et 80 centimètres d'eau. Donc on avait mis beaucoup de choses en hauteur et la roue, en fait, elle était dans une caisson, sur une palette, sur une roulette. Enfin, on avait pensé que ça n'atteindrait pas ce niveau-là. Après, elle est complètement hors format, elle passe pas les portes. Et on s'est dit que si on la déménageait le jour de l'inondation, on risquait de faire plus de tort que de bien, puisque voilà, on aurait dû la coucher. Elle n'était pas conditionnée pour être, enfin la relever, la mettre à la verticale. Elle n'était pas conditionnée pour. Le monte-charge ne fonctionnant plus. On a croisé les doigts pour que ça aille. À la deuxième inondation, on a arrêté de chipoter, on l'a sortie. Elle a dû être démontée, vous voyez sur la deuxième photo, pour pouvoir sortir de l'espace. Et puis voilà, on l'a reconditionné il n'y a pas très longtemps. On l'a laissé dans la salle d'études de l'endroit qui avait été inondé, qui était lui au premier étage. Et voilà, on s'est organisé pour avoir une humidité relative qui correspondait à ce qu'on avait ici à Sarrulet là-bas. Et une fois que c'était bon, on a amené la roue ici et on lui a fabriqué sa petite tente euh, avec la petite fenêtre pour voir le TH qui est à l'intérieur avec un déshumidificateur. Donc à chaque problème, on a trouvé finalement pour l'instant une solution. Ça fonctionne assez bien, mais voilà, c'est aussi la réflexion de plein de gens derrière et de plein de spécialistes, puisque voilà, en interne au sein de la WAP, on n'a pas énormément de personnel voilà, qui restaure et qui restauratrice de matériel archéologique. Voilà un petit peu les ensembles de l'équipe. C'est jusque fin octobre, on a eu énormément de soutien, enfin voilà, de différents musées, de restaurateurs, je l'ai dit, de bénévoles, de gens qui n'ont même rien à voir avec l'archéologie, qui sont venus passer une journée avec nous. Euh, voilà, on voulait déjà de toute façon se les remercier, mais là vous avez un peu une personnes qui sont venues travailler plusieurs jours avec nous. Il y a aussi du personnel de la WAP, je tiens quand même à le dire, parce que ça fait partie des choses qu'on me pose souvent comme question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une mobilisation? Alors oui, en partie. C'est vrai que la plupart des gens ont leur mission et donc c'est toujours compliqué d'organiser les équipes et le travail, mais on continue quand même à être plusieurs ici au quotidien. Mais c'est vrai que depuis fin octobre, voilà, les petits marchés de services qui avaient pu être passés en urgence après la première inondation sont terminés. On va petit à petit être de moins en moins nombreux. Donc voilà, ça fait partie des choses là maintenant d'une étape un peu différente avec du coup la possibilité, ça fait partie des perspectives qu'on a pour l'instant, d'engager 8 équivalents temps plein. Donc on va quand même renforcer l'équipe, mais là c'est des gros dossiers à monter au niveau des services publics, c'est toujours un peu de temps, avec un énorme budget du coup aussi un marché européen. Enfin voilà, ça c'est notre perspective au niveau du personnel. Alors voilà le matériel pour l'instant qui a été vraiment pris en charge. Sur la photo la plus grande, c'est notre espace de consultation des collections là qu'on a pu mettre en place pour l'instant. C'est assez sommaire, mais voilà, là c'est quand même une dizaine de palettes d'objets qui ont complètement été nettoyés, séchés, réinventoriés, réencodés dans notre base de données avec vraiment un contrôle de ce qui est présent. Et pour cette collection, il y avait un peu plus de 7000 pièces, 7000 items. Euh, voilà, chaque pièce a été revue, revérifiée dans la base de données et il ne manque même pas 1% de la collection. Donc c'est quand même voilà, un élément rassurant pour nous ici. C'est quand même une bonne chose de voir que ça fonctionne, que la base de données fonctionne. Elle n'était pas prévue pour l'inondation, mais enfin, ça roule assez bien et on a bien fait de travailler comme ça. On nous a souvent voilà, dit qu'il aurait fallu changer de méthode, et ne pas travailler de cette manière-là, que ça prenait trop de temps en codage, etc. Là, dans les années qu'on a passées depuis le début de ce projet, avant les inondations, je veux dire. Et là, vraiment, on voit que c'était nécessaire. Ça vaut la peine d'avoir un centre de conservation. Ça vaut la peine d'encoder dans des bases de données. La conservation préventive en vaut la peine. Moi, c'est le message que j'aimerais faire passer en interne parce que tous les archéologues ne sont pas toujours convaincus de cette façon de travailler. Séparer par matériaux nous a permis de revenir super vite
faire appel aux bonnes personnes assez rapidement, comparé aux réserves transitoires où on a toujours à l'intérieur des pièces des mélanges de matières, où là on les découvre au fur et à mesure. Voilà, des perles mérovingiennes à côté d'une fibule, voilà, c'est des choses que nous on avait isolées, mises de côté dans des réserves adaptées. Ce sera plus compliqué pour nos réserves transitoires, on n'avait pas encore eu le temps de le faire. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Je pense que j'ai encore voilà. Ça, c'est l'état actuel des choses. Donc, du matériel surtout organique, on a continué le travail sur les ossements, essentiellement ici pour l'instant. On a nettoyé plus ou moins 35 palettes là d'ossements animaux et humains, en grosse partie, enfin, je vais dire moitié-moitié étudiés, pas étudiés, grosso modo. Avec à l'arrière les bacs jaunes, etc., tous les bacs ajourés avec du matériel qui sèche, encore de la venue de la Cambre, parce que comme il fait assez humide ici, les étudiants de la Cambre sont venus la semaine du 25 octobre, c'est toujours en train de sécher, c'est toujours pas sec, donc voilà, ça fait partie des choses aussi qui sont parfois compliquées à gérer, le timing, les équipes, voilà, s'adapter à la situation. On n'a pas de chauffage, donc il fait froid là, il fait 8 degrés là où je me trouve et 75% d'humidité. Donc voilà, au quotidien, c'est vrai que c'est parfois un peu un challenge de laver dans l'eau froide les objets. Là, on essaye d'adapter le travail à la situation, mais voilà. Et puis sur la photo de gauche, toutes les palettes plus sales, là, c'est notre réserve transitoire, c'est ce qui va nous prendre, je pense, le plus de temps. Là, il y a environ 60 palettes. J'ai pas compté le nombre de pièces, mais voilà, il y en a quelques-unes hein, qui vont nous occuper. Alors voilà, ici, j'espère qu'on en a encore pour enfin, le bâtiment dans lequel on se trouve. Ça fait partie des perspectives qu'on découvre aussi au fur et à mesure. Ça a été très compliqué de savoir ce qu'on allait faire. Euh, je parle de trop, peut-être, hein, mais c'est voilà, trouver un espace dans lequel on pouvait vraiment s'installer. Moi, je ne veux pas déménager ces collections telles qu'elles sont pour l'instant. J'aimerais vraiment pouvoir, ici on va pouvoir rester 2 ans finalement, a priori. Pour l'instant, c'est ce qui est convenu. J'aimerais pouvoir avoir le temps de nettoyer tout ce matériel. Donc j'espère que d'ici un an et demi, on aura nettoyé, en tout cas vraiment tout ce qui fait partie du centre de conservation. À côté de ça, il y a une réserve qui dépend de la zone de Liège où voilà, c'est pas moi qui gère cette partie-là, mais en tout cas pour le centre de conservation, il faut avoir fini ça pour pouvoir anticiper, parce qu'on cherche maintenant un bâtiment dans lequel on va pouvoir avoir au minimum 1500 mètres carrés à aménager pour amener tout ça, pouvoir gérer le climat un peu mieux et puis préparer au transport. Il va falloir reconditionner énormément de matériel. Alors c'est l'avantage de ces inondations, c'est qu'il y a des choses que je ne ferai plus en termes de conditionnement. Les conditionnements 3D, moi j'en reviens énormément, voilà, sans sachet, etc. Parce que c'est des objets qui ont directement été dans la boue. C'est souvent des objets plus sensibles en plus ou plus remarquables et qui finalement sont plus altérés que d'autres mis en sachet. Enfin, il va falloir vraiment voilà repenser aussi tout ça. Donc ça c'est le défi ici, c'est d'arriver à avoir voilà, on va venir me, voilà, c'est d'arriver à préparer ce matériel pour le futur transport. Et puis dans les années, mais là c'est difficile d'estimer le temps qu'il va falloir refaire remettre ensemble les collections et puis essayer de voir ce qu'on a réellement perdu, ce qui peut encore être utilisé, et puis amener cette réflexion de pourquoi on conserve, pourquoi conserver autant, est-ce que tout est nécessaire, est-ce qu'il faut tout garder, est-ce qu'on garde des échantillons, enfin voilà, il y a plein de questionnements derrière qu'on voudrait mettre un peu en avant et voilà, ça fait partie des objectifs.